Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous passez un bon début de soirée. Je suis là pour reprendre le tome 10 du Hobbit, un chaleureux accueil. Donc, sans fioriture ni bavardage, étant très fatiguée, je vais commencer de ce pas. Profitez bien de la lecture. Chapitre 10 donc, un chaleureux accueil. À mesure qu'il descendait au fil de l'eau, le jour se faisait plus clair et plus chaud. Après un moment, la rivière contourna un haut contrefort qui descendait sur leur gauche. Le courant le plus profond avait en bouillonnant battu et taillé le pied rocheux, créant une falaise intérieure. Soudain, la pique s'affaissa, les bords s'enfoncèrent, les arbres disparurent. Bilbo se trouva alors devant un étonnant spectacle. Les terres s'ouvraient tout autour de lui, emplies des eaux de la rivière, qui se divisaient pour serpenter en 100 cours vagabonds, ou s'arrêter dans des marais et des étangs pointillés d'îles de tous côtés. Mais un fort courant continuait cependant de couler au milieu. Et, dans le lointain, son sommet sombre pointant à travers un nuage déchiré, se dessinait la montagne. Ses voisines les plus proches, vers le nord-est, et l'étendue bouleversée qui la reliait à elle, était invisible. Elle se dressait seule et regardait la forêt par-dessus les marais. La montagne noire solitaire. Bilbo était venu de loin, et il était passé par bien des aventures pour la voir. Et maintenant qu'il la voyait, il n'en aimait pas du tout l'aspect. En écoutant les propos des conducteurs et en rassemblant les bribes d'informations qu'ils laissaient tomber, il se rendit bientôt compte qu'il avait eu beaucoup de chance de pouvoir seulement la voir, même de cette distance. Si morne qu'eût été son emprisonnement, et si désagréable que fût encore sa position, pour ne rien dire des pauvres nains qui se trouvaient sous lui, il avait été plus heureux qu'il ne le pensait. La conversation roulait entièrement sur le trafic qui allait et venait sur le cours d'eau, et sur l'accroissement de la circulation sur la rivière, à mesure que les routes de l'Est à Mirkwood disparaissaient ou étaient à l'abandon. Et sur les querelles entre les hommes du lac et les elfes de la forêt au sujet de l'entretien de la rivière et de la forêt et des soins à apporter aux berges. Ces régions avaient beaucoup changé dans les années récentes, et depuis les dernières nouvelles qu'en avait eu Gandalf. De grandes crues et des pluies diluviennes avaient gonflé les eaux qui coulaient vers l'est. Il y avait eu aussi un ou deux tremblements de terre, que d'aucuns attribuèrent aux dragons, accompagnant leur évocation d'une malédiction et d'un sinistre signe de tête en direction de la montagne. Les marais et les fondrières s'étaient étendus de plus en plus largement de part et d'autre. Les sentiers avaient disparu, de même que maints cavaliers et voyageurs qui avaient tenté de retrouver leur chemin pour traverser. La route des elfes, à travers la forêt, que les nains avaient suivie sur les conseils de Béorn, arrivait maintenant à une fin incertaine et peu fréquentée à l'orée orientale de la forêt. Seule la rivière offrait encore un moyen sûr pour se rendre au nord, des lisières de Mirkwood aux plaines dominées par la montagne qui s'étendait au-delà, et la rivière était gardée par le roi des elfes de la forêt. On voit donc que Bilbo était finalement arrivé par la seule voie possible. C'eût peut-être été un réconfort pour M. Baggins, frissonnant sur les tonneaux, de savoir que des informations à ce sujet étaient parvenues jusqu'à Gandalf, lui causant une grande inquiétude, et qu'en fait il terminait une autre affaire, qui n'entre pas dans le cadre de ce récit, avant de se mettre à la recherche de Thorin et compagnie. Mais cela, Bilbo l'ignorait. Tout ce qu'il savait, c'était que la rivière paraissait poursuivre son chemin jusqu'à l'infini, qu'il avait faim, qu'il avait un vilain rhume dans le nez, et qu'il n'aimait pas la façon dont la montagne semblait lui faire grise mine et le menacer à mesure qu'il approchait.
Après un moment, toutefois, la rivière se dirigea plus au sud. La montagne s'éloigna de nouveau, et enfin, tard dans la journée, les rives devinrent rocheuses. La rivière rassembla toutes ces eaux vagabondes en un seul cours profond et rapide, et les avancèrent à vive allure. Le soleil s'était couché quand, effectuant un nouveau virage vers l'est, la rivière de la forêt se précipita dans le long lac. Là, elle avait une large embouchure, bornée de part et d'autre par des rochers escarpés, au pied desquels s'amoncelaient des galets. Le long lac! Bilbo n'aurait jamais imaginé qu'une étendue autre que la mer pût paraître aussi vaste. Elle était si ample que les rives opposées semblaient toutes petites et lointaines, mais si longues que l'on ne pouvait aucunement voir son extrémité nord tournée vers la montagne. Bilbo savait, seulement d'après la carte, que tout là-haut, où scintillaient déjà les étoiles de la Grande Ourse, la rivière courante descendait de Dale dans le lac, et, jointe à la rivière de la forêt, emplissait d'eaux abondantes ce qui avait dû être jadis une grande et profonde vallée rocheuse. À l'extrémité sud, les eaux, doublées, se déversaient de nouveau en hautes cataractes pour fuir précipitamment vers des terres inconnues. Dans le silence du soir, le bruit des chutes résonnait comme un lointain grondement. Non loin de l'embouchure de la rivière de la forêt se trouvait l'étrange ville dont il avait entendu les elfes parler dans les caves du roi. Elle n'était pas bâtie sur la rive, bien qu'il y eût là quelques huttes et constructions, mais en plein lac, où elle était protégée des remous de la rivière affluente par un promontoire de rochers qui formait une baie calme. Un grand pont de bois s'avançait vers l'endroit où, sur des pilotis faits d'arbres de la forêt, était construite une active ville de bois. Non pas une ville d'elfes, mais d'hommes, qui osaient encore habiter là dans l'ombre de la lointaine montagne du dragon. Ils vivaient toujours du commerce qui se faisait en remontant la grande rivière du sud jusqu'aux chutes, où le transport jusqu'à leur ville était effectué par le roulage. Mais à la grande époque de jadis, quand Dale, dans le nord, était riche et prospère, ils avaient été opulents et puissants. Leurs eaux étaient peuplées de flottes de bateaux, dont certains étaient emplis d'or et d'autres de guerriers en armure. Et il y avait des guerres et des hauts faits qui n'étaient plus à présent que légendes. Quand les eaux baissaient en période de sécheresse, on pouvait encore voir le long des rives les piliers pourrissants d'une ville naguère plus grande. Mais les hommes se souvenaient peu de tout cela. Bien que certains chantent encore de vieilles chansons sur les rois nains de la montagne, Tror et Trahin de la race du Rhin, sur la venue du dragon et sur la chute des seigneurs de Dale. D'autres chantaient aussi que Tror et Trahin reviendraient un jour, que l'or coulerait dans les rivières, par les portes de la montagne, et que tout ce pays retentirait de nouveaux chants et de nouveaux rires. Mais cette aimable légende n'affectait guère leur vie de tous les jours. Aussitôt que le radeau de barrique fut en vue, des embarcations se détachèrent des pilotis de la ville et des voies hélèrent les conducteurs. Puis des cordes furent jetées des rames tirées, et bientôt le radeau fut sorti du courant de la rivière de la forêt et remorqué de l'autre côté du haut promontoire, dans la petite baie de Laqueville. Là, on l'amarra non loin de l'extrémité du grand pont la plus proche de la rive. Des hommes viendraient bientôt du sud pour emporter quelques-uns des tonneaux, tandis qu'ils rempliraient les autres de marchandises destinées à être rapportées par la rivière à la demeure des elfes de la forêt. En attendant, les tonneaux furent laissés à flot, pendant que les elfes du radeau et les bateaux allaient faire bombance à Laqueville. Ceux-ci auraient été bien étonnés s'ils avaient pu voir ce qui se passa près de la rive après leur départ, quand tombèrent les ombres de la nuit. Tout d'abord, Bilbo coupa les cordes qui retenaient l'un des tonneaux, qu'il poussa sur le bord et ouvrit. Des gémissements s'élevèrent de l'intérieur, et en sortit un nain extrêmement chagrin. Sa barbe crottée était parsemée de paille humide. Il était tellement endolori et ankylosé, tellement meurtri et contusionné, qu'il pouvait à peine tenir debout ou avancer en trébuchant dans l'eau, peu profonde, pour s'étendre en gémissant sur la rive. Il avait l'aspect sauvage et affamé d'un chien que l'on aurait oublié à la chaîne une semaine entière dans un chenil.
C'était Thorin, mais on ne le reconnaissait qu'à sa chaîne d'or et à la couleur de son capuchon bleu ciel, maintenant sale et en lambeaux, et avec son gland d'argent. Il lui fallut quelque temps pour marquer la moindre politesse envers le hobbit. « Alors, êtes-vous vivant ou mort ?» demanda Bilbo d'un ton tout à fait fâché. Peut-être avait-il oublié qu'il avait eu au moins un bon repas de plus que les nains, et aussi l'usage de ses bras et jambes, sans parler d'une plus large ration d'air. « Êtes-vous toujours en prison ou libre? Si vous voulez de la nourriture, et si vous voulez poursuivre cette aventure stupide, c'est la vôtre, après tout, hein, non la mienne. Vous feriez mieux de vous claquer les bras et de vous masser les jambes pour m'aider à délivrer les autres pendant que c'est encore possible. » Thorin vit la justesse de cette observation, bien sûr. Aussi, après avoir poussé encore quelques gémissements, il se leva et aida le hobbit de son lit. Dans l'obscurité, barbotant dans l'eau froide, ce leur fut une tâche difficile et très ingrate que de retrouver quels étaient les bons tonneaux. Les coups à l'extérieur et les appels ne révélèrent que 6 nains en état de répondre. Ceux-ci furent déballés et ils les aidèrent à gagner la terre, où ils s'assirent ou restèrent étendus, marmonnant et gémissant. Ils étaient tellement trempés, meurtris et ankylosés qu'ils se rendirent à peine compte de leur délivrance et qu'ils n'en manifestèrent pas la reconnaissance qui se devait. Dwalin et Balin étaient parmi les plus malheureux, et il était vain de leur demander de l'aide. Bifur et Beaufur avaient été moins bousculés, et ils étaient plus secs, mais ils restèrent couchés sans vouloir rien faire. Fili et Kili, toutefois, qui étaient jeunes, pour des nains, et qui avaient été mieux emballés avec une abondance de paille dans des barils plus petits, en sortirent plus ou moins souriants, avec seulement 1 ou 2 contusions et une raideur qui ne tarda pas à disparaître. « J'espère ne plus jamais sentir l'odeur des pommes, » dit Fili. « Mon tonneau en était saturé. Sentir sans cesse les pommes quand on peut à peine bouger, qu'on a froid et qu'on est affamé, il y a de quoi vous rendre fou. Je pourrais à présent manger pendant des heures d'affilée n'importe quoi de ce qui se mange dans le vaste monde, mais certainement pas une pomme. » Avec l'aide empressée de Fili et de Kili, Thorin et Bilbo finirent par découvrir et libérer le reste de la compagnie. Le gros Bombur était endormi ou inanimé. Dori, Nori, Ori, Oin et Gloin étaient tous imbibés d'eau et ne paraissaient qu'à demi vivants. Il fallut les porter, tous en un, et les étendre, impuissants, sur la rive. « Eh bien, nous voici donc ici, » dit Thorin. « Et nous devons en rendre grâce à nos étoiles et à M. Baggins, je suppose. Il y a bien droit, encore que j'eusse préféré un voyage plus confortable. Enfin, nous sommes tous tout à votre service, une fois de plus, M. Baggins. Nul doute que nous n'éprouvions la reconnaissance qui convient dès que nous serons nourris et remis. En attendant, qu'allons-nous faire maintenant ? » « Je propose Laqueville, » dit Bilbo. « Quelle autre solution y a-t-il » ? On ne put rien suggérer d'autre, naturellement. Aussi, laissant le reste de la compagnie, Thorin, Fili, Kili et le Hobbit allèrent le long de la rive jusqu'au grand pont. Des factionnaires étaient postés à l'entrée, mais ils ne montaient pas une garde très attentive, tant il y avait longtemps qu'aucun besoin réel ne s'en était manifesté. À part quelques altercations, de temps à autre, au sujet des péages pour le passage de la rivière, ils étaient amis avec les elfes de la forêt. Les autres gens étaient très éloignés. D'autre part, certains des jeunes habitants de la ville doutaient ouvertement de l'existence d'un dragon dans la montagne, et ils se moquaient des vieilles barbes et des bonnes femmes qui disaient l'avoir vu voler dans le ciel du temps de leur jeunesse. Dans ces conditions, il n'est point surprenant que les gardes fussent en train de boire et de s'égayer près du feu dans leur cabane, et qu'ils n'eussent pas du tout entendu le bruit du déballage des nains, ni les pas des 4 éclaireurs. Leur étonnement fut énorme quand Thorin Oakenshield parut sur le pas de leur porte. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » crièrent-ils en se dressant brusquement et cherchant à tâtons leurs armes. « Thorin, fils de Train, fils de Tror, roi sous la montagne » fit le nain d'une voix forte. Et il paraissait bien roi, en dépit de ses vêtements déchirés et de son capuchon crotté. L'or étincelait à son cou et sur sa poitrine. Ses
Ses yeux étaient sombres et profonds. « Je suis revenu. Je désire voir le maître de votre ville. » Il eut alors une formidable agitation. Quelques-uns, parmi les plus sots, sortirent précipitamment de la hutte, comme s'ils s'attendaient que la montagne se changeât en or dans la nuit et que toutes les eaux du lac devinssent jaunes tout d'un coup. Mais le capitaine des gardes s'avança. « Et qui sont ceux-ci » désigna-t-il, demandant donc l'identité de Fili, Kili et Bilbo. « Les fils de la fille de mon père, » répondit Thorin. « Fili et Kili, de la race de Durin. Et Monsieur Baggins, qui nous a accompagnés dans notre voyage à partir de l'ouest. Si vous venez avec des intentions pacifiques, déposez vos armes, dit le capitaine. Nous n'en avons point, dit Thorin. Et c'était bien vrai. Les elfes de la forêt leur avaient pris leurs couteaux et aussi la grande épée Orcrist. Bilbo avait sa courte épée, cachée comme à l'ordinaire, mais il n'en dit rien. Nous n'avons pas besoin d'armes. Nous qui retournons enfin vers nos possessions, comme il a été annoncé jadis. Nous ne pourrions d'ailleurs nous battre contre un si grand nombre. Il festoie, dit le capitaine. Raison de plus pour nous conduire à lui, s'écria Fili, qui commençait à s'impatienter de ces salamalek. Nous sommes las et affamés après notre longue route, et certains de nos camarades sont malades. Dépêchez-vous donc sans plus tergiverser, ou votre maître aura peut-être quelque chose à vous dire. Eh bien, suivez-moi, dit le capitaine. Et, accompagné de 6 hommes, il les conduisit par le pont et les portes jusqu'à la place du marché de la ville. C'était un grand cercle d'eau calme, entouré de hauts piliers sur lesquels s'élevaient les plus importantes maisons et de longs quais de bois, qui comportaient de nombreux degrés et échelles descendant jusqu'à la surface du lac. D'une grande salle venait le rayonnement d'une quantité de lumière et le bruit de nombreuses voix. Les arrivants franchirent les portes de l'édifice et se trouvèrent, les paupières battantes dans la lumière, devant de longues tables remplies de monde. « Je suis Thorin, fils de Train, fils de Tror, roi sous la montagne. Je reviens !» cria Thorin d'une voix forte, de la porte, avant que le capitaine n'eût rien pu dire. Tous se levèrent d'un seul élan. Le maître de la ville se redressa dans son fauteuil, et personne ne bondit avec plus de surprise que les mariniers des elfes, qui étaient assis au bas bout de la salle. S'avançant en groupe jusqu'à la table du maître, ils s'écrièrent « Ce sont des prisonniers de notre roi qui se sont évadés, des vagabonds de nains errants incapables de justifier leur présence alors qu'ils s'étaient introduits furtivement dans notre forêt et importunaient les nôtres. » « Est-ce vrai ?» demanda le maître. En fait, il trouvait cela infiniment plus probable que le retour du roi sous la montagne, si tant était que pareil personnage eût jamais existé. « Il est exact que nous avons été injustement arrêtés par le roi des elfes et incarcérés sans raison, comme nous rentrions dans notre pays, répondit Thorin. Mais ni les serrures, ni les barres ne peuvent entraver le retour au foyer prédit jadis. Et cette ville-ci ne fait pas partie du royaume des elfes de la forêt. Je m'adresse au maître de la ville des hommes du lac, et non aux mariniers du roi. » Le maître hésita alors, regardant les uns et les autres tour à tour. Le roi des elfes était très puissant dans ces régions, et le maître ne désirait aucune inimitié entre eux. Il n'attachait guère d'importance non plus aux vieilles chansons, consacrant toute son attention au commerce et au péage, aux cargaisons et alors, habitude à laquelle il devait sa position. D'autres, cependant, étaient d'un avis différent, et la question fut rapidement réglée sans lui. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, des portes de la salle dans toute la ville. Des cris retentissaient à l'intérieur comme à l'extérieur. Les gens affluaient en hâte sur les quais. Certains commencèrent à chanter les fragments de vieilles chansons concernant le retour du roi sous la montagne. Que ce fût le petit-fils de Tror et non Tror lui-même, ne les gênait pas le moins du monde. D'autres se joignirent au chant, qui roula, puissant et haut, sur le lac. Le roi sous les montagnes, le roi de la pierre taillée, le seigneur des fontaines d'argent rentrera dans ses possessions. Sa
couronne sera relevée, sa harpe remontée, ses salles retentiront de l'écho doré des chants de jadis rechantés. Les forêts onduleront sur les montagnes, et l'herbe sous le soleil. Ses richesses couleront dans les sources, et les rivières courront dorées. Les ruisseaux couleront dans l'allégresse, les lacs scintilleront et brûleront. Tout chagrin, toute tristesse passeront au retour du roi de la montagne. Tel fut, à peu de choses près, leur chant. Mais c'était loin d'être tout. Il s'y mêlait beaucoup de cris, ainsi qu'une musique de harpe et de violon. En fait, on n'avait pas connu pareille excitation en ville de mémoire du plus vieux aïeul. Les elfes de la forêt eux-mêmes commencèrent à s'interroger, et même à prendre peur. Ils ignoraient évidemment comment Thorin s'était évadé, et ils se dirent que leur roi pourrait bien avoir commis une sérieuse erreur. Quant au maître, il vit qu'il n'y avait rien d'autre à faire qu'obéir à la clameur générale, pour le moment du moins, et à feindre de prendre Thorin pour ce qu'il prétendait. Il lui céda donc son propre grand fauteuil et installa Fili et Kili à ses côtés aux places d'honneur. Même Bilbo reçut un siège à la grande table, et dans le remue-ménage général, aucune explication ne lui fut demandée sur ce qu'il avait à voir dans l'histoire, bien qu'aucune chanson ne fît allusion à lui, fût-ce de la façon la plus obscure. Peu après, les autres nains furent amenés dans la ville, au milieu de manifestations d'un extraordinaire enthousiasme. On les soigna, on les nourrit, on les logea, on les choya de la manière la plus délicieuse et la plus satisfaisante. Une grande maison fut consacrée à Thorin et à sa compagnie. Des embarcations et des rameurs furent mis à leur service, et des foules de gens restèrent devant la porte à chanter des chansons toute la journée. Et elles poussaient des vivas chaque fois qu'un nain montrait seulement le bout de son nez. Une partie des chansons était ancienne, mais certaines étaient toutes nouvelles, et parlaient avec assurance de la mort subite du dragon et de cargaisons de riches présents descendant par la rivière jusqu'à Laqueville. Celle-ci s'était inspirée en grande partie par leur maître, et elle ne plaisait pas particulièrement aux nains, mais, en attendant, ils étaient bien contents, et ils ne tardèrent pas à redevenir gras et forts. En fait, au bout d'une semaine, ils étaient tout à fait remis, vêtus de beaux draps à leur couleur personnelle, avec des barbes bien peignées et bien taillées, et le port fier. À son aspect et à sa démarche, Thorin paraissait avoir déjà recouvré son royaume, après avoir haché Smaug tout menu. Alors, comme il l'avait dit, les bons sentiments des nains envers le petit hobbit prirent de jour en jour plus de force. Il n'y avait plus ni gémissements, ni murmures. Il buvait à sa santé. Il lui tapait dans le dos et faisait grand cas de lui, ce qui n'était pas superflu, car il ne se sentait pas particulièrement heureux. Il n'avait pas oublié l'aspect de la montagne, ni le dragon, et il avait en outre un rhume affreux. De 3 jours, il n'arrêta pas d'éternuer et de tousser et ne put sortir. Même après cela, ses allocutions au banquier se bornaient à un merci, à un merci beaucoup. Cependant, les elfes de la forêt étaient repartis sur la rivière de la forêt avec leur cargaison, et une grande agitation régnait dans le palais du roi. Je n'ai jamais su ce qui était advenu au chef des gardes et à l'échanson. Rien ne transpira, évidemment, au sujet des clés et des tonneaux, tant que les nains demeurèrent à Laqueville. Et Bilbo prit bien soin de ne jamais devenir invisible. Il était probable toutefois qu'on en devina plus qu'on en savait, bien que, sans nul doute, M. Baggins demeura quelque peu un mystère. En tout cas, le roi connaissait, ou croyait connaître maintenant, le but des nains, et il se disait « C'est bon, on verra. Aucun trésor ne repassera par Mirkwood sans que j'aie mon mot à dire. Mais je pense qu'ils finiront tous mal, et ils l'auront bien mérité. » Lui, en tout cas, ne croyait pas à la possibilité d'un combat entre des nains et des dragons tels que Smaug. Encore moins à celle de la mise à mort de celui-ci. Et il soupçonnait fortement une tentative de cambriolage ou quelque chose de cet ordre. Ce qui montre que c'était un elfe sagace, plus sagace que les hommes de la ville, bien qu'il n'eût pas tout à fait raison, comme on le verra à la fin.
Il envoya ses espions sur les rives du lac, et aussi loin au nord, en direction de la montagne, qu'il voulait bien aller, et attendit. Au bout d'une quinzaine de jours, Thorin commença à penser au départ. Il y avait lieu de profiter de ce que l'enthousiasme durait encore dans la ville pour obtenir de l'aide. Il ne fallait pas laisser tout se refroidir avec le temps. Il parla donc au maître et à ses conseillers, et leur dit que bientôt, lui et sa compagnie devraient poursuivre leur route vers la montagne. Alors, pour la première fois, le maître fut surpris et quelque peu effrayé. Et il se demanda si, après tout, Thorin n'était pas réellement un descendant des anciens rois. Il n'avait jamais pensé que les nains oseraient vraiment approcher Smaug, les prenant pour des imposteurs qui seraient tôt ou tard découverts et jetés dehors. Il se trompait. Thorin était bien, évidemment, le petit-fils du roi sur la montagne. Et nul ne saurait dire ce qu'un nain peut oser et accomplir quand il s'agit de se venger ou de recouvrer ses biens. Mais le maître ne regretta nullement de les laisser aller. Leur entretien était coûteux, et leur arrivée avait tout transformé en longues vacances, pendant lesquelles les affaires étaient au point mort. Qu'ils s'en aillent, Turlupine et Smaug, et on verra comment il les accueillera, pensait-il. Mais il dit assurément, ô Thorin, fils de Trahin, fils de Tror, vous devez revendiquer ce qui vous appartient. Le moment est venu, comme il a été prédit jadis. Ce que nous pourrons vous donner comme aide vous est acquis, et nous nous fions à votre reconnaissance quand vous aurez recouvré votre royaume. Un jour donc, bien que l'automne fût maintenant bien avancé, que les vents fussent froids et que les feuilles tombassent rapidement, 3 grandes embarcations quittèrent Laqueville, chargées de rameurs, de nains, de M. Baggins et de nombreuses provisions. Des chevaux et des poneys avaient été envoyés par des chemins détournés pour les rejoindre au lieu fixé pour leur débarquement. Le maître et ses conseillers leur firent leurs adieux au grand escalier de l'hôtel de ville, qui descendait jusqu'au lac. La population chantait sur les quais et aux fenêtres. Les rames blanches plongèrent et firent rejaillir l'eau. Et les voilà partis sur le lac en direction du nord, pour la dernière étape de leur long voyage. La seule personne vraiment malheureuse était Bilbo. Et bien voilà, c'était le chapitre 12. Et le prochain chapitre sera le chapitre... Pardon, qu'est-ce que je viens de dire? C'était le chapitre 10. 10. Le prochain sera donc le 11, au seuil de la porte. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi cette lecture. Étant bien fatiguée, comme je l'ai précisé, je ne vais pas traîner. Je vous ferai le reste de la lecture une prochaine fois. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Faites de rêves.